Je vais vous parler aujourd'hui d'histoire de l'Internet. Évidemment, quand on imagine histoire de l'Internet, on imagine une histoire qui va prendre pour cadre les États-Unis. Et pourtant, c'est l'histoire de l'Internet et du web en France dont je vais vous parler, en retraçant près de 3 décennies d'histoire, des années 70 à la fin des années 90, voire au début des années 2000. Alors, on va faire un parcours qui va d'abord, dans les années 70, voir les premières réflexions sur les réseaux de données qu'ont mené des acteurs aussi bien du côté de l'IRIA, l'Institut de recherche en informatique et automatique, que du côté du monde des télécommunications. Dans ces années 70, le web n'existe pas encore, c'est essentiellement en termes de transmission de données que l'on raisonne. Dans les années 80, on fera un détour par ce qui peut paraître parfois comme l'antithèse presque de ce qui est devenu l'Internet et son ouverture, à savoir le Minitel. Et pourtant, ce Minitel, dans les années 80 et jusqu'au milieu des années 90, va jouer un rôle dans ce que l'on pourrait appeler l'enfance numérique de la France. On verra aussi que du côté de l'Internet, des choses se déroulent et que la France n'est pas absente non plus de ces réflexions. Et puis enfin, dans les années 90, après l'invention au CERN, l'Organisation européenne de recherche nucléaire, sise à la frontière franco-suisse, donc après cette invention du World Wide Web à la fin des années 80 et au début des années 90, notamment par Tim Berners-Lee et Robert Cailliot, le web commence à cheminer, et notamment soutenu par le navigateur graphique Mosaic, qui a été inventé en 93 à l'Université d'Illinois. Et on va retrouver là encore une histoire française, en gros au milieu de la décennie 90, celle de l'adoption par les Français de la toile et ses premiers acteurs. Donc un parcours en 3 temps qui va nous mener du réseau Cyclade, des premières recherches sur les réseaux, jusqu'à la toile de la fin des années 90, en passant par le Minitel. Alors, comme le disait Jacques Vallée, dans Au cœur d'Internet, un ouvrage qu'il rédige en 2004, et Jacques Vallée a été investi dans le développement de l'Internet, et notamment aux États-Unis. Il existe une demi-douzaine de livres sur Internet, écrits par des gens qui n'étaient pas là quand il a été développé. On est tenté de commencer un ouvrage sur le sujet par la vieille remarque « tout ce que vous savez est faux ». Alors on va peut-être essayer de dissiper un certain nombre d'idées préconçues. On va aussi essayer de faire un peu un état des lieux de cette histoire de l'Internet en plein développement, une histoire qui évidemment n'est pas très ancienne, à l'instar de son objet. On fête en 2016 les 50 ans du lancement du projet ARPANET aux États-Unis, qui est souvent reconnu comme un ancêtre du réseau Internet, à juste titre, même si l'Internet a plusieurs origines. On fête les 25 ans d'un message envoyé par Tim Berners-Lee sur les réseaux pour annoncer la création du web. Et on fête cette année également les 20 ans, j'y reviendrai, d'une fondation, la fondation Internet Archive, créée par Brewster Kahle aux États-Unis, qui a commencé à archiver le web, ainsi que les 10 ans en France du dépôt légal du web, que détiennent respectivement, que se partagent la Bibliothèque nationale de France et l'Institut national d'audiovisuel, qui aujourd'hui donc archive le web entre guillemets français. Vous voyez donc qu'on est sur une histoire qui est effectivement récente et une historiographie qui est elle-même en pleine construction. Et si justement nous nous intéressons au cas français aujourd'hui, c'est pour décentrer cette histoire, une histoire qui au départ est écrite depuis les États-Unis. Il ne s'agit évidemment pas de minimiser le rôle qu'a joué les États-Unis, qu'ont joué l'ARPA et un certain nombre d'acteurs dans cette histoire, mais de voir aussi que cette histoire de l'Internet, elle s'écrit à la fois au plan global et au plan local. Elle tient compte de contextes, d'environnements nationaux, de décisions sociales, politiques, techniques, qui se jouent aussi en plusieurs lieux, avec des circulations constantes entre pays et entre équipes de recherche. Alors commençons, si vous le voulez bien, dans les années 70. Pour rappel, je disais 50 ans, 66 effectivement, au sein de l'Advanced Research Projects Agency
états-unienne, agence de recherche militaire, et lancé un projet au sein d'un petit département qu'on appelle l'IPTO, qui est un département de recherche dans le domaine de l'information. C'est le projet ARPANET qui, peu à peu, va, pour diverses raisons et diverses influences, évoluer et donner en termes de protocole ce qui est aujourd'hui l'Internet. En termes techniques, hein, on a ensuite évidemment des éléments sociaux, des changements économiques qui vont aussi développer l'Internet. Mais donc c'est en 1966 qu'est prise la décision de lancer un projet de réseau au sein de l'ARPA aux États-Unis qui doit s'appuyer sur des centres universitaires répartis sur le territoire américain, ce qu'on appelle les ARPA's Contractors, qui sont en lien avec l'ARPA. Et le but est de créer un réseau qui soit un réseau assez révolutionnaire pour l'époque, qu'on appelle hétérogène, c'est-à-dire capable de reposer sur des machines de constructeurs différents, au lieu d'avoir, comme cela se faisait au cours des années 60, des réseaux qui reposent sur les machines d'un seul constructeur, par exemple que de l'IBM ou que des équipements de Digital Equipment Corporation ou autres. Donc ce projet, lancé en 66 avec des moyens très importants, n'est pas à l'époque un projet classé secret défense. On insiste souvent sur le côté, sur les origines militaires de l'Internet. Elles sont seulement une des origines de cette histoire de l'Internet, mais on a affaire dès l'origine et dès ARPANET à un projet qui est celui d'un complexe militaro-scientifico-industriel, où l'on retrouve les financements effectivement militaires de l'ARPA, mais aussi évidemment beaucoup de civils qui travaillent dans le projet, des universités et puis des industriels, et en particulier une firme, la firme Bolt, Beranek & Newman, qui va fournir un certain nombre d'équipements et de spécifications techniques. Alors ce petit détour par les États-Unis nous dit quoi? Nous dit qu'en 66, donc ce réseau est financé, il n'est évidemment pas encore réalisé, et que les premières démonstrations ou les premiers nœuds du réseau ARPANET entrent en fonction en 69. En 69 aux États-Unis, entre 4 universités américaines, avec pour caractéristique d'être un réseau général, donc reposant sur des matériels de constructeurs différents, et par ailleurs, on y reviendra, un réseau qui fait le choix de faire circuler les données sous forme de paquets. C'est ce qu'on appelle la commutation de paquets. L'idée que quand on fait circuler un message dans un réseau, on va le découper en petits paquets de données qui vont ainsi circuler dans le réseau. 69 a lieu donc cette première connexion entre 4 universités américaines, et déjà des Français sont sur place, et en particulier on en trouve les traces dans des documents techniques datant de 1969. Des noms comme ceux de Guy Deloche ou encore de Michel Elie se retrouvent dans ces documents. Quelques Français étaient partis aux États-Unis pour travailler sur ces questions. Donc la France connaît ces projets et ces expérimentations que sont en train de mener en 69 les États-Unis. Et en particulier une délégation mêlant des télécommunicants et des informaticiens s'est rendue sur place pour voir se développer, prendre forme ce réseau ARPANET. Et c'est là qu'on arrive en France et que commence aussi cette histoire des réseaux de données. Alors bien évidemment, il y a des antécédents à cette histoire. Ce n'est pas en voyant ARPANET seulement qu'on se dit en France, on va faire des réseaux. Il y a déjà eu des projets, notamment dans le monde des télécommunications, tournés vers des réseaux de type plus professionnel. On n'est pas du tout à ce moment-là dans des objectifs de grand public. Il n'y a pas d'équipement micro-informatique à la fin des années 60 dans les domiciles des Français. On est dans des applications qui sont essentiellement des applications professionnelles, par exemple de réservation de places pour des billets, des billets d'avion, de gestion, en tout cas des réservations aériennes. Là encore, il faut oublier évidemment les paiements en ligne, tout ça n'est pas encore à l'ordre du jour. Donc,
petite délégation qui se déplace pour aller observer ce qui se passe aux États-Unis. Et puis, de retour en France, eh bien, cette inspiration va donner naissance à des projets. Et c'est là qu'il convient de voir un petit peu quel est le paysage français à ce moment-là. Alors, les moyens financiers, en tout cas, sont évidemment pas ceux qu'on peut trouver aux États-Unis, et notamment les financements du réseau ARPANET. Mais on a vraiment, dans l'air du temps, cette idée qu'il se passe quelque chose du côté des réseaux. On ne sait pas encore bien si c'est un truc, on pourrait dire, télécommunicant ou d'informaticien. On est à ce moment-là dans une convergence entre les télécommunications et l'informatique. Rappelons qu'on est dans la France du monopole des télécommunications sur les lignes et qu'à ce titre, les télécoms jouent nécessairement un rôle dans cette histoire, mais que le monde informatique aussi s'intéresse à ces questions. On est aussi à ce moment-là en France dans le contexte de ce que l'on a appelé, enfin de ce qui s'appelle, c'est pas on, c'est le général de Gaulle lui-même qui va lancer en 1966 un plan calcul. Et ce plan calcul a pour ambition, face à l'importance, à la puissance des manufacturiers américains et en particulier d'IBM, Big Blue, ce plan calcul a pour ambition de créer une recherche en informatique et une industrie informatique française digne de ce nom et de stimuler une compagnie créée à cette occasion qui est la Compagnie internationale pour l'informatique, la C2I, mais aussi des recherches informatiques dignes de ce nom, et c'est la création de l'IRIA que je mentionnais, Institut de recherche en informatique et automatique, qui fêtera en 2017 ses 50 ans. Dans ce contexte est également créée pour chapeauter cet ensemble une délégation à l'informatique. Et c'est cette délégation à l'informatique qui est en 69-70 dirigée par Maurice Allègre, qui va se tourner vers quelques noms de l'informatique et dire les Américains font un réseau, il s'agit d'ARPANET, faites un réseau également. Et la délégation à l'informatique va à cette occasion rencontrer Louis Pouzin. Alors Louis Pouzin, c'est un acteur majeur de l'histoire qui nous intéresse dans les années 70, ingénieur, doué en informatique, qui connaît très bien les États-Unis puisqu'il a participé à un projet de recherche dédié au temps partagé, c'était le projet CTSS, Compatible Time Sharing System, dirigé par un grand nom de l'informatique, Corbato, et qui cherchait à rendre, pour résumer rapidement, l'informatique davantage interactive. Donc c'est quelqu'un qui a une expérience des États-Unis, de la recherche en informatique, et qui n'est pas un ingénieur uniquement, enfin un théoricien, mais qui sait aussi programmer, travailler, qui s'intéresse au réseau et qui est passé par plusieurs compagnies. Au moment où Maurice Allègre se tourne vers lui, il, pourrait-on dire, s'ennuie un peu chez Simca, où il travaille dans un service technico-commercial, et la proposition qui lui est faite d'être le développeur de ce projet de réseau va le séduire. Le voici donc arrivant en 71 à l'Institut de recherche en informatique et automatique, avec pour objectif de réunir une équipe, pour ambition de faire un réseau, mais sur lequel il y a beaucoup de liberté, puisque, en gros, je l'ai dit, c'est faites un réseau. Et là, tout est ouvert quant à la forme que doit prendre ce réseau. Et puis, la mission de recruter évidemment une équipe, un réseau, ça ne se fait pas tout seul, pour l'accompagner dans cette création. Alors cette histoire du réseau Cyclades, dont Maurice Allègre expliquait le nom en disant lors d'une présentation publique devant les ministres des télécoms et de l'industrie que c'était une référence aux îles grecques de la mer Égée qu'on reliait grâce évidemment à un réseau. Il y a une image ici de dispersion et de mise en réseau. Cyclades va connaître un développement entre 71 et 79. Donc c'est là-dessus qu'on va pour l'instant se pencher, à grands pas bien évidemment.
en ayant à l'esprit que Louis Pouzin donc, va avec une équipe qui peu à peu s'enrichit d'un certain nombre d'individus, je cite leurs noms en espérant ne pas en oublier un peu en vrac et dans un certain désordre chronologique, mais vous aurez des gens comme Jean-Louis Granger, Jean Le Bihan, Gérard Lelanne, Naja Nafa, Michel Gien et bien d'autres qui vont peu à peu rejoindre le projet. Michel Gien, par exemple, c'est en particulier pour s'occuper de relations européennes sur lesquelles on reviendra. Gérard Lelanne arrive par intérêt pour les réseaux, va d'abord être notamment chargé des relations avec la région rennaise, puisque un certain nombre de centres du réseau sont des centres universitaires répartis dans toute la France, ou en tout cas dans les grandes villes universitaires informatiques, et partira ensuite aux États-Unis pour travailler avec les équipes qui développent le projet ARPANET et bientôt Internet. Donc voilà, vous avez toute une équipe qui va se former. Ce contexte du plan calcul et la présence de la C2I qu'il faut garder à l'esprit, puisqu'il s'agit bien, dans ces projets que développe la délégation à l'informatique, de stimuler la recherche, mais aussi l'industrie française. Et c'est ce qui va donner un certain nombre d'idées à Louis Pouzin et son équipe. Dans ce projet pilote Cyclades qu'il développe, une des ambitions va être évidemment d'intégrer des matériels de la C2I. Or, il y a cette conscience qu'en France, eh bien, tout l'équipement informatique n'est pas évidemment du matériel de la C2I, on pense aux Mitra 15, etc., qui sont développés à l'époque, mais que si on veut faire une place à ces matériels au sein du monde professionnel, industriel, etc., l'idée qu'avait l'ARPA d'un réseau hétérogène est une excellente idée. Donc ce réseau général, ce réseau hétérogène qui s'appuie sur des constructeurs de types différents, c'est une idée qui séduit l'équipe de Louis Pouzin et qui d'emblée la place dans un projet qui va, à bien des égards, recouper des ambitions qui sont déjà menées dans ARPANET. Donc un réseau général d'ordinateurs, voilà quel sera le premier projet. Et le second, pour lequel Cyclades va notamment passer à la postérité, valant à Louis Pouzin de recevoir notamment le prix de la reine Elisabeth aux côtés des grands acteurs américains de l'Internet, Vinton Cerf et Robert Kahn, à côté de l'inventeur du web, Tim Berners-Lee, ou de celui qui a développé Mosaic, que j'évoquais tout à l'heure, Marc Andreessen, ce qui voit Louis Pouzin la reconnaissance, et derrière c'est aussi toute l'équipe Cyclades, c'est aussi un deuxième choix, qui est le choix de travailler sur de la commutation de paquets, cette idée de développer les petits messages, de découper les petits messages en paquets, et notamment de travailler sur ce qu'on appelle des datagrammes. Alors c'est là qu'il nous convient de revenir à cette histoire de commutation de paquets. Qu'est-ce que ça a de novateur? Au départ, quand on faisait circuler des données dans un réseau, on allait tantôt s'appuyer sur de la commutation de circuits. On réservait une ligne pour faire transiter un message entre deux émetteurs. Alors, le problème, c'est qu'il y avait d'importants taux de silence et qu'on avait une ligne bloquée à une époque où les lignes, les liaisons spécialisées coûtent cher. On pouvait aussi choisir de commuter un message. À travers des nœuds, on allait faire circuler un long message d'un émetteur à un récepteur à travers le réseau. Mais un message minuscule risquait d'attendre, d'être bloqué par un long message qui allait encombrer des nœuds. Si on perdait ou si quelque chose dysfonctionnait, c'est tout le message qu'il fallait réexpédier. Pour des raisons de fluidité, de meilleure utilisation des lignes, pour plein de raisons, la commutation de paquets va être choisie dans ARPANET puis dans Cyclades. Alors les raisons de Janet Abaté, qui a écrit Inventing the Internet, résumé très bien, n'ont jamais été prises sur des bases ou purement techniques ou purement... C'est un mélange socio-technique. Je donne un exemple très simple. On attribue souvent l'invention de cette commutation de paquets, cette idée de faire circuler les messages selon un principe que les Américains résument par le principe de la hot potato, la patate chaude, et hop, on balance un message qui va de nœud en nœud ou des paquets qui vont de nœud en nœud. On l'attribue souvent aux recherches de Paul Baran
au milieu des années 60, à la Rand Corporation, une agence de sécurité. On trouve ici un peu des ambitions militaires. Mais dans le même temps, Leonard Kleinrock au Massachusetts Institute of Technology, ou encore Donald Davis en Grande-Bretagne au National Physical Laboratory, ont aussi l'intuition et développent aussi dans le même temps cette idée de commutation de paquets, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Dans le cas de Paul Baran, il s'agissait d'imaginer comment pouvait fonctionner un réseau qui pourrait potentiellement être détruit, ou certains nœuds seraient détruits par des ennemis. On est évidemment dans le contexte de la guerre froide, alors que Donald Davis ou encore Leonard Kleinrock pensent plus à des raisons civiles. On est à ce moment-là dans le développement d'une informatique de plus en plus interactive et où c'est dans le rapport aux usagers une meilleure efficacité des messages que l'idée de la commutation de paquets leur vient. En tout cas, à la fin des années 60 et au début des années 70, quand Louis Pouzin fait le choix de la commutation de paquets, on pourrait vraiment dire que c'est une idée qui travaille un certain nombre de laboratoires de chercheurs. Louis Pouzin va s'intéresser à ce qu'on appelle les datagrammes, c'est-à-dire l'idée que ces petits paquets pourraient circuler dans le réseau en s'éparpillant de nœud en nœud, chacun selon le chemin qui lui convient le mieux. C'est une façon de concevoir la commutation de paquets. Dans ARPANET, le modèle est un peu plus, on pourrait dire, hybride et emprunte à la fois à ce mode-là et à une autre vision qui va être celle du circuit virtuel, autre façon, autre école de commutation de paquets, qui consiste à dire, on découpera le message en paquets, mais les petits paquets vont se suivre d'un commutateur à l'autre, d'un point à l'autre, jusqu'à arriver au destinataire. Pour reprendre une image qui est souvent utilisée, c'est celle d'un convoi qui pourrait aller de Paris à Limoges, convoi de mariage, imaginons, pour être dans un mode un petit peu festif, où soit on dit aux différents invités, rendez-vous à Limoges, chacun choisit le chemin qui l'arrange et on se retrouve au point de réception, ou alors tout le monde part de Paris et se suit et fait un convoi jusqu'à Limoges. Dans le premier cas, vous avez les datagrammes, dans le second, les circuits virtuels. Imaginez aussi un rang de spectateurs au théâtre. Soit vous attendez que tous les spectateurs arrivent, puis vous placez le numéro 1, le numéro 2, et vous alignez, complétez le rang. Soit, et c'est la façon que Louis Pouzin et son équipe vont privilégier, vous dites, chacun arrive avec son numéro, chacun s'installe, et à la fin, le rang se reconstitue, se complète au fur et à mesure des arrivées. C'est un peu ça les datagrammes, c'est dire, on découpe le message en paquets, évidemment on les numérote, on met des en-têtes, des choses qui permettent de reconstituer le message à la fin, et puis chacun prend son chemin, de nœud en nœud, selon la voie disponible, selon dans le réseau, et à la fin, on réceptionne, on reconstitue le message. C'est cette idée, couplée à celle donc des réseaux ouverts que Cyclades va développer. Alors évidemment, il faut se dire que dans les années 70, créer un réseau ainsi, connecter des matériels différents, aller vers des centres universitaires pour les connecter, faire toute cette organisation, c'est évidemment un travail extrêmement ambitieux, une équipe qui travaille en interaction avec des équipes universitaires, avec des sociétés, des SS2I, des sociétés en informatique, des consultants qui accueillent des gens de la C2I, des industriels qui viennent aussi travailler. Et c'est un réseau qui, en quelques années, non seulement prend forme, mais acquiert une renommée internationale. Cette renommée internationale, elle se lie au plan européen comme au plan international. En 1976 notamment, on peut suivre le parcours de Louis Pouzin et de ses équipes à travers une vaste partie du monde, à Toronto et autres, pour communiquer et présenter le réseau Cyclades. Ce qui au départ était dans l'apprentissage, imitation peut-être pas, mais en tout cas ARPANET avait démarré avant, vont bientôt s'imposer comme des interlocuteurs crédibles au niveau des réseaux de données et avançant en parallèle sur un projet. Alors vous me direz, est-ce qu'on a relié les deux réseaux, Cyclades et ARPANET? Alors non, les choses ne se sont pas faites, elles ont été très sérieusement envisagées, mais dans un contexte de plan calcul où on cherchait à ce que la France soit indépendante, la connexion était
politiquement un petit peu compliqué. Et puis finalement, c'est avec l'Université de Londres qu'une connexion ARPANET et territoire américain se fera en 72. Il y en aura une autre du côté du Nord-SAR pour des raisons là, de recherche plus scientifique du côté de la Norvège. En tout cas, si ARPANET et Cyclades n'ont jamais été directement connectés, du moins peut-on souligner qu'il y a des connexions humaines et des contrats également de consulting. La France, au début, et l'IRIA va conclure un contrat avec la firme BBN que j'évoquais, qui développait les matériels aux États-Unis, pour dire donnez-nous de la documentation. Quand on va fouiller dans les archives de ce qui s'appelle aujourd'hui l'INRIA, on découvre des tas de documents qui viennent des États-Unis. Je disais, il n'y a pas de secret militaire sur ARPANET. Il y a même des échanges fréquents entre les hommes. Et ces échanges, ils se font aussi par des déplacements. Des déplacements de Louis Pouzin et son équipe pour aller voir ARPANET, des déplacements dans l'autre sens également. Et en 1973, notamment, Gérard Lelanne, de l'équipe Cyclades, est à Stanford, aux côtés de Vinton Cerf, un des deux pères du protocole fondateur de l'Internet, à savoir TCP/IP. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'ARPANET à Internet? Pas évidemment dérouler toute cette histoire, mais on est passé de l'idée de connecter des machines de constructeurs différents à l'idée de connecter des réseaux différents. Réseau radio, réseau satellite, réseau de données, c'est l'Internet, le réseau des réseaux. Et pour cela, le protocole originel utilisé dans ARPANET, le protocole NCP, va devenir en 1974 le protocole toujours valable aujourd'hui dans l'Internet, le protocole TCP/IP. Et au moment où ce protocole, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, est en cours de réflexion, d'écriture, en 1974, c'est d'abord TCP qui est proposé, et bien dans les mois qui précèdent, Gérard Lelanne arrive à Stanford avec des résultats de l'équipe Cyclades sous le bras et discute avec Vinton Cerf, avec Robert Kahn et ses pionniers américains de la manière dont peut être réalisé ce réseau qui deviendra le réseau Internet. Donc il y a bien eu une contribution de Français, mais on pourrait dire aussi, si on voulait faire une histoire britannique, de Britanniques également à cette genèse de l'Internet par des échanges constants et qui se font dans ce que on a pu parfois qualifier de république des informaticiens, à une époque où un certain nombre d'innovations circulent à travers les centres informatiques, les hommes, les idées circulent, et on est là dans tout un dialogue autour de la construction de réseaux de données qui passent d'Europe aux États-Unis, des États-Unis à l'Europe. Le réseau Cyclades a donc acquis une réputation internationale. Et pourtant, en 1979, on l'arrête. Alors évidemment, on a envie de dire, mais que s'est-il passé? Un succès sur le plan scientifique, à des prolongements européens, puisque Louis Pouzin et son équipe ont réussi à faire passer un certain nombre d'idées dans un projet européen qui s'appelle le projet EIN à l'époque, des conférences internationales, des résultats, un dialogue avec le projet ARPANET. Et en 1979, les choses s'arrêtent. Eh bien, il y a plusieurs éléments. On sait bien qu'en histoire, c'est jamais une cause unique qui va expliquer une prise de décision. Il y a des raisons politiques. La délégation à l'informatique, entre-temps, s'est éteinte avec le passage de Giscard d'Estaing au pouvoir. Il y a le fait que Cyclades était un projet pilote et qu'il aurait dû aller vers l'industrie et que l'industrie peine à reprendre. Et puis il y a eu des modifications. La C2I est devenue C2I Honeywell Bull. Et puis il y a eu une bataille épique que j'ai laissée pour l'instant de côté avec le monde des télécoms et des circuits virtuels, justement, qu'on a évoqué tout à l'heure. À savoir que pendant que Cyclades se développait en parallèle dans les laboratoires du Centre national d'études des télécommunications, puis d'un centre qui s'appelle le CCETT, qui est un centre commun de télévision et de télécommunications, est en parallèle développé un autre réseau qui, lui, a fait le choix des circuits virtuels. Louis Pouzin et son équipe ont beau dire que les circuits virtuels, c'est un principe, ceinture et bretelle, c'est-à-dire qu'on prend trop de sécurité, à faire suivre tous ces petits paquets les uns après les autres. Du côté des télécoms, on pense au contraire déjà à développer ces services pour un usage à la fois professionnel,
voire peut-être encore élargie. Et là, pour pouvoir facturer le service, répondent les télécoms, pour assurer une qualité de service et vraiment une circulation correcte des messages, il leur semble indispensable que les petits paquets se suivent et d'être en mode circuit virtuel. Les deux équipes vont s'affronter, celle de Rémi Després, côté télécommunications, et celle de Louis Pouzin, côté Institut informatique, côté IRIA. Alors bien évidemment, ces querelles embarrassent un peu les décideurs et on aurait rêvé, au départ tout au moins, côté délégation à l'informatique comme côté direction générale des télécommunications, que les équipes collaborent et que les choses se passent bien. Ça fait beaucoup de réseaux en parallèle dans un territoire comme la France, avec du coup des ambitions qui parfois se contrarient et s'expriment très clairement au niveau international. On demande à un moment à Louis Pouzin, après notamment son discours de Toronto, d'éviter de critiquer trop ouvertement notamment le projet des télécommunicants et la manière dont le monde des télécommunications, dont je rappelle qu'il y a un monopole, bien évidemment en France, c'est le monopole des télécoms à ce moment-là, doit être en gros respecté. Impossible ou très difficile, et après 72, impossible, on peut le dire, de réconcilier les équipes. Celle de Rémi Després poursuit sa route vers ce qui va devenir Transpac. Transpac est annoncé publiquement dès 76 et ouvre en 78. Or, Transpac sera un réseau qui va en France avoir une longévité exceptionnelle puisqu'il n'est arrêté qu'en 2012. Ce réseau, Transpac, qui repose sur les circuits virtuels, dont la norme va être par ailleurs reconnue au plan international, renforçant cette légitimité que veut donner au circuit virtuel le monde des télécommunications. C'est ce qu'on appelle le protocole X25. Ce réseau donc Transpac qui est développé en France est celui, et nous entrons là, vous le voyez peu à peu dans notre seconde partie, qui va supporter le trafic Minitel. Alors on passe des réseaux aux applications, cette fois-ci dans les années 80. Évidemment qu'il y a des usages des réseaux dès les années 70. On passe des données, des informations. On passait déjà du courrier électronique aussi aux États-Unis. Mais avec le Minitel et avec ce réseau Transpac s'ouvre une phase inédite, on pourrait dire pour la France, mais aussi dans le monde. Ce qui fait aujourd'hui un peu sourire, cette petite boîte beige un peu simple, ce qu'on appelle parfois un dumb terminal, un terminal bête, va pourtant équiper jusqu'à 6 millions de Français au milieu des années 90 et faire de la France finalement un pionnier dans l'usage des services en ligne. Jacques Chirac n'avait-il pas dit, alors qu'il était président, que la boulangère d'Aubervilliers pouvait consulter le Minitel alors que celle de New York ne le pouvait pas? Alors penchons-nous un peu sur cette histoire et réhabilitons modestement le Minitel, mais pour en montrer la modernité. Modernité du design de cette petite boîte dessinée, conçue dans son design, évidemment pas dans ses composantes techniques, par Talon, qui a aussi pensé le design du TGV à l'époque. Modernité surtout dans les choix qui vont être faits. C'est une des plus grandes bases de données au monde que celle de l'annuaire électronique qui est développée alors par le monde des télécommunications pour justifier de cette entrée dans des services en ligne. Alors, qu'est-ce qui décide le monde des télécommunications à développer justement ce Minitel et cette idée d'annuaire électronique? Là encore, l'idée n'est pas franco-française. Déjà aux États-Unis, des expérimentations sur l'annuaire électronique avaient été pensées. Déjà dans d'autres pays, on pensait également, et en particulier en Grande-Bretagne, avec le système Prestel ou d'autres, à ce qu'on appellera la télématique. Rencontre des télécommunications et de l'informatique, mais au niveau des services, que promeut en particulier en 1978 dans le rapport Nora Mink, du nom des deux inspecteurs des finances qui le composent, que promeut donc le rapport sur l'informatisation de la société de Simon Nora et Alain Mink. Donc 78, c'est quasiment un best-seller, comme le disait André Walliser, s'intéressant à ce rapport, qui va vraiment populariser cette idée d'une informatisation de la société, informatisation portée par le monde des télécoms. Pourquoi portée par le monde des télécoms? Ils détiennent les lignes, ils deviennent à partir
du milieu des années 70, le premier investisseur de France. Eux dont on riait un peu auparavant. Rappelez-vous le sketch sur le 22 à Asnières et cette France coupée en deux, la moitié attend le téléphone et l'autre moitié la tonalité. Eh bien, la Direction générale des télécommunications a engagé un formidable rattrapage téléphonique, a de plus en plus montré sa capacité à équiper les Français, à se développer, et pense déjà, vers la fin des années 70, à l'après-rattrapage téléphonique. Qu'est-ce qu'on va proposer aux Français une fois qu'ils auront tous le téléphone? C'est là que viennent les réseaux, mais c'est là que vient aussi le Minitel. Le Minitel permettra de faire du trafic, de faire entrer aussi énormément d'argent, il faut le rappeler, dans les caisses des télécoms, mais aussi des prestataires qui vont s'embarquer dans cette aventure. Car le Minitel a deux volets, un volet annuaire électronique qui justifie l'investissement des télécoms. On fait du téléphone, on fait de l'annuaire aussi, on mettra un annuaire électronique en ligne. Mais on mettra aussi des services en ligne, et notamment des services qui vont permettre à toute une génération d'entrepreneurs de faire l'apprentissage des services, programmes de cinéma, presse, messagerie, jeux, tout ça existe déjà sur le Minitel. Et ce qui fera la force de ce Minitel, c'est aussi l'idée des télécoms de le distribuer gratuitement aux Français. L'idée, c'est de faire, on disait, un terminal, il est idiot, mais il coûte rien à une époque où les Français n'auraient pas forcément investi dans des équipements très lourds en micro-informatique ou autre. On va au début des années 80, après des expérimentations qui prennent en compte les utilisateurs et qui cherchent à adapter aussi l'usage de ce terminal et de son clavier à des Français qui jusqu'à présent ne pianotaient pas tous sur des claviers. Il y avait certes des machines dans les bureaux, etc., mais faire entrer un terminal de téléinformatique dans les foyers, c'était quelque chose qu'il fallait penser, il fallait s'assurer de la capacité des Françaises et Français à recevoir cette innovation. Eh bien, l'idée de distribuer ce terminal gratuitement et de faire payer le contenu est une des clés du succès du Minitel. Une deuxième, ça sera ce qu'on appelle le système kiosque, lancé au début des années 80, qui propose une facturation multipalier. De l'annuaire électronique gratuit pendant les 3 premières minutes à des services beaucoup plus onéreux, les plus chers étant notamment, outre évidemment les messageries roses auxquelles on pense naturellement, des services tels que le 3617 utilisés par les professionnels. Alors, sans détailler tous ces services, il faut reconnaître que le Minitel est à l'époque un succès, à la fois par son adoption pour les Français, une interface alors très simple et un matériel très simple à utiliser, mais aussi par les revenus engrangés par alors à la fois une partie de la presse qui développe des messageries roses, puisqu'il fallait un numéro de presse pour pouvoir développer des messageries, ou alors par les recettes engrangées par un certain nombre de prestataires de services, et bien sûr celle des télécoms qui prélèvent au passage une marge sur ces consultations, notamment à la durée et facturées en fonction du service consulté. L'investissement dans les terminaux sera largement compensé par les recettes ensuite engrangées par le Minitel. Ce Minitel, alors, dont de mémoire c'est Bruno Lussato qui disait tout le monde nous l'a envié, personne ne nous l'a acheté. En tout cas, ce Minitel, s'il s'exporte assez peu à l'étranger, bien qu'il y ait quelques cas d'exportation, va en tout cas être un des fleurons à l'époque de la réussite française dans les technologies. Et on l'accuse souvent d'avoir retardé l'arrivée de l'Internet en France. Alors en effet, et ça sera mon rapide petit détour cette fois-ci par l'histoire de l'Internet, mais le Minitel a toute sa place dans les histoires des cultures numériques, à défaut de l'avoir réellement dans l'histoire de l'Internet, prise au sens étroit. L'Internet ne s'est pas totalement arrêté avec la disparition de Cyclade. Alors c'était un peu la douche froide et en effet, c'est un petit peu tabou pendant un moment à l'INRIA d'aller parler réseau de données. Mais il faut bien imaginer que les chercheurs, pendant ce temps-là, continuent à aller aux États-Unis. Ils reviennent en France un peu frustrés parfois quand ils ont vu les usages que le monde scientifique continue à avoir ou développe à l'étranger en termes d'Internet.
Et par conséquent, certains reviennent en disant, mais dites donc, nous on voudrait bien aussi des emails et des choses comme ça. Et bon, là, le Minitel est d'assez peu, hein, l'annuaire électronique est un peu limité pour des usages scientifiques. Et donc, on voit peu à peu un renaître à l'INRIA, une culture qui se tourne vers l'Internet. Culture, cette fois-ci, peut-être plus, davantage d'usagers. On s'intéresse aux réseaux qui se développent, aux réseaux scientifiques, des réseaux qui parfois sont dédiés aussi à des conversations informatiques très pointues et importantes. C'est le cas d'un réseau qui est né en Caroline du Nord, qu'on appelle le réseau Usenet, qui diffuse des newsgroups dont certains groupes de discussion sont dédiés aux sujets informatiques. Évidemment, les informaticiens français sont très intéressés par ce qu'échangent les collègues aux quatre coins du monde. Et donc l'INRIA, peu à peu, fait un retour dans cette histoire, d'abord en tant que rediffuseur des newsgroups de la communauté Usenet, et puis en se plaçant au centre d'un certain nombre de groupes qui se créent dans le monde universitaire. Mais là, on n'est pas dans le grand public que touche le Minitel, on reste dans des usages scientifiques, mais de groupes qui se créent autour des messageries. On pourrait citer l'association Aristote, le groupe Réunir, le CRU, l'UREC, autant de groupes dont je ne détaillerai pas les composantes, mais qui réunissent en France, dans le monde de la recherche, des gens qui réfléchissent à la compatibilité entre réseaux de physiciens, tels que le réseau EPNET en France, qui réunit la communauté des informaticiens, les réseaux de mathématiciens ou autres qui sont plus tournés vers des solutions IBM, les réseaux d'informaticiens qui, eux, sont très tournés déjà vers Usenet, vers l'Internet. Et on pense à la compatibilité entre ces messageries et à l'idée de créer un réseau de la recherche, en fait, national. Cette idée, elle prend place aussi dès les années 80 dans le paysage français, notamment stimulée par le ministre Hubert Curien. Et peu à peu se développe un réseau national, une sorte de réseau des réseaux à la française, universitaire, qui au début des années 90 prend une forme officielle, c'est le réseau Renater. Renater fera le choix, réseau de la recherche, des télécommunications, d'un modèle hybride à l'époque entre le X25 promu par les télécoms, entre l'Internet dont on se rend compte de plus en plus qu'il est peut-être amené à jouer un rôle et encore d'autres protocoles. Mais par ce biais, en tout cas, les réseaux de la recherche continuent leur histoire et le monde de la recherche continue à s'intéresser à l'Internet, tandis que les Français, le grand public, lui, s'intéresse ou découvre les usages numériques via le Minitel. Donc, d'un côté, un monde scientifique qui s'intéresse, qui est toujours dans ses batailles sur les normes, les protocoles, X25, datagramme, circuit virtuel, ça continue dans les années 90. Et on sent que le courant va vers, ou le sens du vent va de plus en plus vers l'Internet. Et de l'autre côté, donc, ce grand public qui, tout le monde ne se ruine pas en Minitel, mais qui découvre à travers le Minitel les usages numériques, mais aussi déjà un certain nombre de controverses qu'on retrouvera ensuite dans les usages du web, que ce soit sur les questions de contenu à caractère sexuel. Alors à l'époque, ce qui choque beaucoup, c'est les affiches pour Hula et compagnie qui vont un peu entacher les murs des villes, selon certains. C'est des questions déjà sur la surveillance, sur des questions de ce qu'on appelle aujourd'hui de privacy. On trouve déjà des discussions qu'on va retrouver, qu'on continue à avoir encore aujourd'hui autour du numérique. Alors entre ces deux courants, entre ces deux usages, qu'est-ce qui va faire le lien et qu'est-ce qui à un moment fait que dans la décennie 90, seconde moitié de la décennie 90, c'est finalement le web et les usages informatiques puis numériques qui se développent. Déjà le développement de la micro-informatique, il faut bien penser que dans le courant de la décennie 90, peu à peu, les Français vont s'équiper en micro-ordinateurs. Ça reste encore très cher, toutefois, à l'époque, et tous les foyers ne sont bien sûr pas équipés. Et puis, ce qui fait que l'Internet pénètre dans les foyers français, au cours de la seconde moitié de la décennie 90 et puis tout au long de la décennie 2000, c'est le web. Et là, le web va donner finalement à l'Internet un de ses services, un de ses usages le plus démocratique et avec lui
arrive, hein, se tournant vers le grand public. Alors le web, il nous vient, je l'ai dit, de Tim Berners-Lee, un britannique, mais qui rapidement part aux États-Unis pour développer son projet. On retrouve ici l'IRIA devenue INRIA en 1979 par l'ajout d'un N qui signifie national dans le nom, mais qui sera un des premiers hôtes du W3C, un consortium international dédié, enfin hôte européen hein, du W3C, un consortium dédié au développement du web aux côtés du MIT. Mais on trouve surtout peu à peu un intérêt pour des usages plus démocratiques de la toile. Alors intérêt qui n'a pas tout de suite été décelé par certains. On pense en particulier hein, à l'ancien directeur général des télécommunications, Gérard Terry, qui avait été assez visionnaire sur le Minitel, mais qui en 1994, dans un rapport sur les autoroutes de l'information, on emprunte là hein, le vocabulaire des États-Unis et d'Al Gore, qui avait parlé de Super Information Highways l'année précédente aux États-Unis, écrivait qu'en gros, bon, on aurait des autoroutes hein, de l'information. Bon, il ne fallait pas trop miser quand même sur Internet. Ce n'était pas le truc qui était promis hein, au plus grand succès. Pas de sécurité, pas de... Alors, il y a, de la part de certains, hein, est-ce que c'est un aveuglement? En tout cas, une difficulté à déceler hein, le potentiel de l'Internet au début des années 90. Puis, il y a une part de réalisme, c'est-à-dire que l'Internet, ça marche, mais... Il faut être clair, quand on veut développer des services en ligne sur la toile au milieu des années 90, on ne sait pas trop comment faire. Et c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs de la génération Minitel vont passer à l'Internet et au web avec précaution, gardant leurs services Minitel qui, eux, sont rémunérateurs. Hein, ils savent ce que ça rapporte et comment ça marche. Et au milieu des années 90, on est vraiment dans deux modèles, enfin un modèle hybride. Hein, il y a du web, mais il y a aussi encore beaucoup de services Minitel. Et ils passent avec précaution sur le web en disant on va essayer, mais on ne sait pas comment facturer encore. Hein. Ça va être une des grandes questions du milieu de la décennie 90 et même au-delà. Quel modèle économique sur le web? Mais avec le développement du web vient toute une série de développements. D'abord, la création des fournisseurs d'accès à Internet. Et dès le début de la décennie 90, on a en France hein, des FAI tels que French Data Network, un fournisseur d'accès Internet qui garde une forte dimension hein, militante, qui va se développer. Mais on a aussi des initiatives personnelles, celle par exemple de Valentin Lacambre qui va créer AlterneB, un FAI qui fournit là encore de la connexion Internet avant de devenir hébergeur de contenu et des premières pages que veulent se créer des Français. Valentin Lacambre qui avait déposé la marque 3615 Internet auparavant et qui était un acteur hein, déjà au temps du Minitel. Des grands noms du numérique tels que Xavier Niel et autres commencent leur histoire avec le Minitel et la poursuivent hein, également avec le web. Avec cette arrivée du web dans les foyers, arrivée progressive hein, dont on peut rappeler quelques chiffres, le nombre d'ordinateurs connectés en 1995 n'est que de 100 000. Mais ce que l'Internet Society française a qualifié dans de l'Internet en France, 96 voit décoller hein, cet équipement et ses connexions. On passe à 150 000 accès domestiques, mais déjà 395 000 accès professionnels. Et l'année suivante, 97, 381 000 accès domestiques, 621 000 accès professionnels. On dirait on est loin hein, de la diffusion du Minitel, mais on sent hein, là, dans la seconde moitié de la décennie 90, une montée en puissance hein, des connexions. Par contre, Reuters estime en 97 à peu près 21 000 le nombre de sites français contre plus de 800 000 aux États-Unis. Hein, il faut aussi développer toute une offre sur le web et notamment une offre francophone dans un pays où certains hein, recherchent des contenus en français. On a vu un certain nombre de fournisseurs de contenus, à l'instar d'Infony, communiquer hein, sur « on vous offre une toile française, on vous offre des contenus en français ». Au départ, le web hein, est beaucoup en langue anglaise. En tout cas, le nombre de sites en France hein, commence son expansion à partir de la seconde moitié de la décennie 90, mais très progressivement. Toujours est-il que donc cette toile va accompagner un peu à peu tout le développement de fournisseurs d'accès à Internet, de
fournisseur de contenu, d'hébergeur, va créer tout un univers qui a fait scintiller les yeux de jeunes loups de la net économie qui, avant la bulle des années 2000, se lancent avec passion dans une activité qui a aussi tourné l'Internet vers la voie commerciale. Cet Internet, au départ, hors usage marchand des scientifiques, devient avec son passage dans le grand public un Internet et un web évidemment aussi commercial, où se côtoie en fait une diversité d'usages entre ce que Joël Faucillon a très bien résumé par le titre d'un livre qu'il a dédié à ces questions, Rêveurs, marchands, pirates. On trouve de tout, des univers se côtoient sur le web qui vont de la petite page personnelle avec ses gifs animés très années 90, clignotants et disant en construction, jusqu'à déjà des grandes vitrines marchandes ou des grandes vitrines également des services publics sur la toile. Alors sans développer toute cette histoire évidemment du développement des sites sur la toile, sachez que la fin de la décennie 90 est une période extrêmement intéressante à étudier pour différentes raisons. Par l'usage des archives du web qu'on peut en faire pour rentrer dans cette décennie, alors que certains regardent avec nostalgie en disant que c'était la période finalement du handmade web, avant les content management systems, la période du do-it-yourself, la période d'une inventivité qui a vu par exemple, scandale, ça a en tout cas beaucoup déplu au Louvre, un étudiant, Nicolas Pioche, développer un web Louvre avant même que le Louvre ait le temps de développer son site sur la toile, se sentant dépossédé de son nom. C'est une période d'inventivité, c'est une période où les petits peuvent côtoyer les gros et où finalement on ne voit pas toujours bien la différence entre les petites productions et puis les productions de grandes institutions. C'est une période aussi où, avant que le web se pare d'un certain sérieux, on a toute une culture vernaculaire faite de gifs, d'images, de technologies flash qui permet de reconnaître parmi toutes les pages celles qui datent des années 90. Dans cet univers où le slogan de certains serait « Be small, look big », on peut partir de pas grand-chose et créer au moins une vitrine sur le web. Que font les gros? Et là, on revient un peu à notre monde des télécoms. On l'a laissé faisant l'apprentissage un peu malgré lui, autour de 93, à travers Renater, de l'Internet. À un moment, eh bien, les télécoms aussi, et ça c'est un signe fort, en 96, en ouvrant Wanadoo, fournisseur d'accès à Internet, font leur grande conversion, non pas numérique, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Milad Douim, mais leur grande conversion à l'Internet, avec quelques réserves encore ou quelques précautions. Et le Minitel, on l'a dit, ne s'arrête qu'en 2012. Mais à partir de 96, résolument toutefois, les télécoms sont rentrés aussi dans ce monde de l'Internet et du web. Quant aux Français, eh bien, s'ils vont être nombreux à aller notamment s'abonner à Wanadoo, et alors là, il faut retrouver toute une période. Certains retrouveront des souvenirs de navigation dans les cybercafés, des souvenirs de kits de connexion distribués dans les grands magasins et un peu partout. Le bruit du modem, bon, on pense tous à la chanson, c'était l'époque d'Internet de l'époque de Norman, mais on n'est pas si loin. Ces souvenirs, ils ont été marquants, des difficultés à se connecter, du bruit du modem, des pannes, ça coûtait c'était pas donné au départ de se connecter à l'Internet entre l'acquisition de l'ordinateur, des connexions à la durée au départ, et puis l'abonnement, un fournisseur d'accès à Internet, et puis les nombreuses heures parfois passées et facturées sur la hotline. Enfin, on est dans un Internet qui est bien moins fluide qu'il n'est aujourd'hui. Pas de Google à l'époque, pas de moteur de recherche, mais des annuaires où Yahoo et d'autres vont faire leur succès en proposant une curation, parfois manuelle, qui propose aux internautes, à ceux qui veulent naviguer, surfer dans la toile des contenus. Eh bien, dans cet univers, un autre signal fort, c'est le gouvernement qui va le lancer. Et c'est en particulier Lionel Jospin, alors Premier ministre, qui, en 97, à l'Université de la communication d'Ourtin, va dire qu'il est temps pour un certain nombre de services publics et pour un certain nombre d'administrations, des services tels que ceux de l'éducation nationale et autres, de rentrer dans l'ère de l'Internet. Le mot web n'est pas prononcé dans ce discours d'Ourtin. On parle alors de site Internet. On ne sait pas trop comment parler d'ailleurs. On présente souvent le web comme un Minitel planétaire dans le monde de l'audiovisuel, comme une espèce de réseau de toiles. Le vocabulaire n'est pas encore totalement
incorporer, et ça on le voit très bien dans les archives de l'INA audiovisuel, hein, cette période de tâtonnement où on tâtonne aussi sur les modèles. À un moment, Infony propose des chaînes, des programmes, hein, sur le web, sur le modèle de son homologue américain AOL, qui cherche aussi à enfermer ou refermer, hein, l'étendue qui s'ouvre, l'océan de données qui s'ouvre à l'internaute en une proposition, hein, de finalement programme et de sorte de chaîne. Donc à ce moment où rien n'est totalement stabilisé, en tout cas Lionel Jospin donne un signal fort et le reprend en 98 dans ce qu'on a appelé le programme d'action gouvernementale pour la société de l'information, le PACSI, qui va piloté, hein, notamment par Jean-Noël Tron, qui a été le conseiller dans les coulisses, hein, extrêmement efficace de Lionel Jospin, inciter les administrations à passer en ligne et les services de l'État à se tourner vers la toile. Les services publics deviennent bientôt à portée de clic. Alors le gouvernement n'a pas toujours donné des signaux positifs dans cet univers, hein, de l'Internet et du web. C'est aussi la décennie 90, l'affaire des grands procès Alterne, que j'ai évoqué, créé par Valentin Lacambre, hein, qui incarne un hébergeur de contenu, hein, plutôt libertaire, ouvert, accueillant, va fermer, hein, à la fin de la décennie 90, victime d'un certain nombre de procès. On est là dans les grands procès pour des contenus à caractère raciste. On peut penser à l'affaire Yahoo, à la fermeture des sites néo-nazis, hein, de Front 14. On pense avant un certain nombre de procès lancés par la LICRA et l'UEJF contre un certain nombre de fournisseurs d'accès Internet et d'hébergeurs de contenu et qui ont frappé, hein, de plein fouet Valentin Lacambre. Donc on est dans cette période aussi d'un apprentissage juridique, d'un apprentissage politique, d'un apprentissage social, bien plus que d'un apprentissage technique. Ce qui permet, pour clore cette histoire à grands pas de l'Internet et du web en France, hein, qui évidemment est encore en cours d'écriture, qu'on pourrait poursuivre, mais d'insister sur cette dimension passionnante de l'histoire de l'Internet et du web. Ce n'est pas uniquement une histoire technique, ce n'est pas une histoire seulement de scientifiques, d'ingénieurs, comme on l'a vu dans la première partie. Ce n'est pas seulement une histoire de protocole, de normalisation, c'est aussi une histoire d'usage, de dispositifs, c'est aussi des cultures visuelles qu'on a traversées à travers le cas rapide des GIFs ou encore aujourd'hui des mèmes et de toutes ces cultures visuelles qui se développent sur Internet. C'est une co-construction aussi entre un monde de producteurs de contenu, un monde de fournisseurs de services. C'est une histoire qui, au fur et à mesure qu'elle avance, imbrique de plus en plus d'acteurs multiparties prenantes, avec toujours en filigrane le rôle de l'État, évidemment le rôle de la recherche, mais aussi des questions sociales, sociotechniques, politiques, qui traversent, hein, toutes ces décennies et qui aujourd'hui, évidemment encore, ne manquent pas de traverser, de travailler, d'influencer le numérique.